Bienvenue dans En Débat 2022, au cœur des QG de campagne. Je suis ravi de pouvoir vous emmener à la rencontre des candidates et des candidats à l'élection présidentielle pour leur poser les questions que vous posez sur le quotidien lorsqu'on est en situation de handicap. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre QG. On est dans votre bureau. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. On va revenir ensemble sur les grandes mesures et les propositions que vous proposez sur la thématique du handicap. Quel est le lien que vous avez que vous entretenez avec le handicap ? C'est un lien proche. Je raconte un peu ma vie privée, je ne le ferai pas non plus aujourd'hui. Et je vous le demande pas. J'ai pu approcher de très près même, des gens qui sont porteurs de handicap. Je sais la difficulté que ça peut représenter dans leur vie quotidienne, la difficulté aussi que ça représente quand il s'agit d'enfants pour les familles. Et donc, j'ai toujours considéré qu'il fallait en faire un axe prioritaire parce que la solidarité que la nation exprime doit s'exprimer évidemment pour permettre à l'ensemble de nos compatriotes de pouvoir avoir une vie la plus facile possible. Et il y a encore des choses à faire dans ce domaine incontestablement. Le 3 décembre dernier, vous publiez une tribune dans Valeurs Actuelles à l'occasion de la Journée internationale pour le handicap, dans laquelle vous déclariez « Il n'y a pas d'unité nationale sans unité sociale » et vous ajoutiez ensuite « Je romprai avec les logiques comptables, toujours inhumaines, et souvent contre-performantes ». Qu'est-ce que vous entendiez par là ? J'entends par là qu'on est encore en situation de carence lourde dans la prise en charge du handicap en France, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes par ailleurs. Je veux dire, pour les enfants, c'est toutes les problématiques d'inclusion à l'école qui ne sont pas encore au niveau, il manque du monde, il n'y a pas assez de capacité d'accueil, que ce soit d'ailleurs en Ulysse ou que ce soit dans des centres spécialisés, il n'y a pas une bonne prise en charge de l'autisme, il n'y a pas encore, de la part de l'administration, je pense, une politique d'inclusion qui soit totalement performante. Et puis, il y a un soutien financier que je trouve pas au niveau, je veux dire, et des choix financiers qui sont faits pour le soutien des personnes porteurs de handicap qui sont pas au niveau de la solidarité nationale d'un grand pays comme la France. Mais quand vous dites « je romprai avec les logiques comptables », pour vous, c'est qu'il y a une difficulté dans l'approche politique aujourd'hui sur le handicap qui est vraiment une politique du chiffre ? Mais bien sûr, mais comme dans tout le domaine de la santé, il faut être honnête. Je veux dire, tout est aujourd'hui soumis à une logique comptable. Ça, c'est le problème des politiques ultralibérales qui considèrent que, on va rechercher de la rentabilité partout et on cherche de la rentabilité dans des endroits où on ne devrait pas la chercher. Et la santé et le handicap sont des secteurs dans lesquels on ne doit pas rechercher la rentabilité comme objectif prioritaire. On doit rechercher précisément l'unité nationale. On doit rechercher la solidarité qui est un des fondements de notre société. 4000 nouveaux AESH, accompagnants pour les élèves en situation de handicap à la rentrée 2022. C'est assez, c'est pas assez, vous en ferez plus ? On verra bien. On en mettra autant qu'il faut. Parce que la réalité, c'est qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de parents qui ne déclarent pas non plus le handicap de leur enfant. Moi, j'en connais. Et parce qu'ils ont peur que du fait de la déclaration de ce handicap et de la carence en fait, d'assistance et de soutien, leurs enfants puissent être écartés de l'école dite traditionnelle. Donc, il en faut autant qu'il est possible de le faire. Pourquoi ? Parce que je pense que la politique d'inclusion des enfants porteurs de handicap à l'école, c'est une des plus belles politiques françaises. Je veux dire, c'est une des politiques dont on peut collectivement être le plus fier. Encore faut-il aller au bout de cette logique pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et aujourd'hui, c'est pas encore le cas, c'est clair. Donc pour vous, l'école inclusive, c'est un cap à tenir ? Bien sûr, c'est un cap à tenir, mais je pense qu'il n'y a pas non plus que ça. Vraiment, je souhaiterais, moi, qu'il y ait une détection des handicaps qui soient effectués. Ça passe aussi peut-être par la remise en place des visites médicales à l'école, parce que l'air de rien, il y a des troubles du spectre autistique par exemple, qui ne sont pas détectés parce qu'il n'y a plus de visites médicales à l'école, il n'y a plus d'infirmières dans les écoles, donc déjà il faut rétablir ça. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une formation minimum pour les professeurs, parce que je vais vous dire, moi j'ai rencontré beaucoup de professeurs qui ne savaient ni d'Ève ni d'Adam à quoi ils étaient confrontés. Et on sait très bien que dans les troubles du spectre autistique, il n'y a rien qui ressemble plus à un enfant
agité ou mal élevé, comme ils disent, qu'un enfant qui est porteur de troubles autistiques. Donc il faut qu'il soit capable de détecter ça. Je pense que c'est fondamental et ça passe effectivement par un effort supplémentaire de formation, pas seulement d'ailleurs, des enseignants, hein, mais aussi d'un certain nombre de médecins généralistes, parce qu'il y a aussi beaucoup de médecins généralistes qui s'y connaissent très mal. Donc que ce soit les troubles auditifs, les troubles visuels, les troubles du spectre autistique, tout cela, ça pourrait quand même probablement être détecté plus tôt si on avait vraiment un système qui fonctionnait correctement. Mais l'idée générale, c'est les enfants à l'école à chaque fois que c'est possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. On sait très bien qu'il y a des handicaps qui sont trop importants pour permettre une inclusion à l'école, mais quand c'est possible, c'est extrêmement important. Le lien avec les camarades. Et puis pour les camarades aussi. Je veux dire, pour les camarades, être capable de fréquenter des enfants qui sont pas comme eux, qui sont porteurs d'un handicap, auxquels il faut aussi faire attention, auxquels il faut apporter parfois de l'aide. Je trouve que c'est un apprentissage des relations humaines qui est fondamental. L'été dernier, l'ONU a auditionné la France sur sa politique menée en France, sur le handicap. Vous avez certainement entendu parler du rapport que l'ONU ensuite a sorti, qui nous exhorte à fermer les établissements médico-sociaux. Vous comprenez ça ou vous vous dites non, c'est quand même exagéré? Ah, mais c'est extrêmement exagéré, c'est complètement idéologique. Enfin, honnêtement, ça n'a ni queue ni tête. Ça, c'est des décisions qui sont prises par des gens dans des bureaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que la réalité, c'est qu'on a besoin, au contraire, de centres médico-sociaux. Les familles le réclament, il y a des manques de place. Oui, mais pour autant, on dit quand même qu'on a une approche trop médicalisée du handicap. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est... Comment on fait et on trouve l'équilibre entre les deux? Mais bien sûr, c'est ça, il faut trouver juste l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut donner la capacité aux familles de pouvoir faire les choix multiples, variés, en fonction, parce qu'il y a autant de handicaps qu'il y a de niveaux de handicap qu'il y a de handicapés, et donc il faut absolument que l'on arrive à trouver les moyens pour que les familles puissent soit mettre en centres médico-sociaux quand on ne peut pas faire autrement, et il y en a évidemment des handicaps qui ne permettent pas aux familles de pouvoir les gérer à la maison, et effectivement obtenir l'aide nécessaire. Et il faut que ce soit le plus plastique possible, en fait. C'est ça, la gageure, c'est ça. C'est réussir à faire en sorte que l'intégralité des familles puisse avoir des solutions qui leur soient proposées et qui soient les plus adaptées à leur propre situation. Justement, les familles sont à bout pour certaines. Il y en a des milliers qui sont dans ce cas-là. On ne parle même pas des familles monoparentales pour qui, là, on peut considérer que c'est extrêmement difficile quand elles ne peuvent pas faire garder leurs enfants dans une structure adaptée. Vous, présidente, demain, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur proposez pour leur dire, vous verrez, ça ira mieux? Déjà ça, il faut multiplier déjà, on est en manque de centres, on le sait, en France. Il faut les multiplier, il faut multiplier leurs natures différentes, et il faut qu'il n'y ait plus une seule famille qui soit obligée soit d'envoyer leurs enfants à l'étranger, soit même d'abandonner en réalité toute vie sociale, parce que c'est bon pour personne, c'est pas bon pour la famille dans son ensemble. Moi je suis dans un département où le handicap est un problème important, dans le Pas-de-Calais, on est vraiment confronté à ces difficultés et on voit cette souffrance, on voit ces problèmes. Alors il y a aussi le problème des aidants, sur lequel moi j'ai fait un effort tout particulier, parce que je sais très bien que beaucoup de gens se sentent isolés. On le rappelle, 12 millions de personnes en situation de handicap et plus de 10 millions d'aidants familiaux et proches aidants. C'est 10 millions d'aidants qui sont toujours très discrets, si vous voulez, sur leur propre souffrance, parce qu'en réalité, ils culpabilisent d'exprimer... Et dans des situations précaires. Voilà. Et ils culpabilisent d'exprimer leur souffrance en se disant « la souffrance dont je m'occupe est plus importante que la mienne, donc je ne peux pas exprimer la mienne ». Et pourtant, elle existe. Donc, moi, je propose de monter le congé aidant de 3 à 12 mois sur la carrière, parce que je pense que c'est une moyenne raisonnable, et je propose qu'il n'y ait pas qu'il y ait un minimum de perte de revenus du fait de ce congé aidant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 100%, en fait ça va fonctionner un peu comme l'impôt sur le revenu à l'envers, c'est-à-dire que jusqu'au SMIC, c'est 100% qui sera pris en charge, jusqu'au salaire médian, ce sera 80%, et 50% avec une limite à 3 000 € par mois. Je crois qu'il ne faut pas
que le fait de faire preuve de charité, de solidarité et d'amour, eh bien, entraîne pour vous une dépréciation en fait de votre niveau de vie. Et puis il y a le problème aussi de l'allocation adulte handicapé. Ça, c'est un vrai questionnement. Aujourd'hui, à 903 € par mois. Moi, je pense qu'elle ne peut pas être inférieure au minimum vieillesse. Ce serait honteux. Donc, il faut la porter déjà à 1103, je crois, euros par mois. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, je suis fondamentalement opposé à la conjugalisation de cette aide parce que je trouve insensé qu'en réalité, on crée une deuxième dépendance. Qui consisterait à dépendre en fait de son conjoint. Donc si vos conjoints ont des revenus, eh bien vous n'y avez pas droit, et s'il n'a pas assez de revenus, vous y avez droit. Mais c'est pas normal. Pour autant, vous avez voté à l'Assemblée, enfin pas vous, mais en tout cas à l'Assemblée nationale, a été voté le fait qu'il y ait un abattement de 5 000 €. Ça, vous trouvez que c'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Moi, je pense que l'allocation adulte handicapé, c'est une allocation individuelle qui doit être librement perçue par la personne porteur de handicap, quelle que soit sa situation familiale. Quelle que soit sa situation familiale. Encore une fois, ajouter une dépendance à une dépendance, c'est profondément malsain. Et à mon avis, c'est même irrespectueux, je dirais. Combien de temps faudra-t-il pour que les résultats de votre politique handicap se fassent sentir ? Vous savez, tout le problème, c'est le problème de la formation, hein, parce qu'il va falloir former des gens aussi qui seraient en capacité. Oui, mais je pense que ce sera moins long que ce qu'on imagine. D'abord parce que moi, j'ai fait un gros effort sur la santé, notamment sur la revalorisation du personnel de santé. Donc ça va toucher aussi tous les gens qui s'occupent des personnes porteuses de handicap. Ça va toucher aussi les aides à nos enfants. Et donc, il faut impulser assez rapidement cette montée en gamme. Quant à l'allocation adulte handicapé et la mise en place pour les proches aidants, ça se fait très vite, ça. Ça, c'est une loi, ça va très vite, on la vote et c'est mis en place. Hein. Donc dans les 100 premiers jours, on peut déjà espérer que le statut des aidants soit revalorisé, que la déconjugalisation de la hache soit actée. Vous la revaloriserez, la hache ? Oui, je la revaloriserai, je vous dis, à 1103 €, c'est-à-dire, je ne veux pas que ce soit inférieur, en fait, au minimum vieillesse. Ok. Si on parle un peu de citoyenneté, est-ce que vous êtes favorable à ce que l'on introduise une dose de proportionnelle de personnes en situation de handicap sur les listes électorales, comme on le fait avec la parité homme-femme ? Non, parce que je suis assez opposé déjà à la parité homme-femme, en fait. Mais vous ne trouvez pas en important qu'une personne en situation de handicap puisse venir dans la représentation publique ? Je le sais. Nous avons un candidat d'ailleurs, qui est défaillant visuel dans l'Aisne. Là, il avait fait une très belle affiche. Voyons l'avenir ensemble. J'avais trouvé ça vachement sympa. Donc, nous, on ouvre nos listes, bien sûr. Mais encore une fois, je pense que l'important, c'est le mérite. Vous voyez ce que je veux dire ? À mettre des gens porteurs de handicap en disant vous êtes là parce que vous êtes porteur de handicap, c'est comme mettre des femmes en disant vous êtes là parce que vous êtes une femme. Je trouve que fondamentalement, c'est pas sain. Maintenant que les personnes porteuses de handicap puissent être partout, avoir des responsabilités, mais d'ailleurs il y en a. Monsieur Abad, président de groupe LR. Mathieu Annereau. Voilà, il y en a et c'est très bien et c'est parfait. Non, ce qu'il faut surtout, c'est demander aux administrations, parce que pour le coup, il y a un pourcentage qui existe 6%, de 6%, donc il faut que les sociétés le respectent, mais il faut aussi que l'administration donne l'exemple. Et c'est pas toujours le cas. Alors c'est pas facile dans toutes les administrations, hein, on le conçoit bien, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'administrations qui pourraient faire un effort pour pouvoir offrir des places à des personnes qui ont parfaitement la possibilité, la capacité d'œuvrer pour le bien commun. Le taux des 6%, il n'est pas applicable aux élus, par exemple. Il est applicable dans la fonction publique, il est applicable dans le privé, mais il n'y a pas une proportionnelle sur l'effectif des élus. Non, mais vous avez raison, mais si vous voulez, l'élection, la candidature, c'est un acte personnel. Vous voyez, on serait dans une situation difficile si on se disait, on va obliger des gens, en réalité, qui n'ont pas envie éventuellement d'être élus, en leur demandant d'être élus parce que, précisément, ils sont porteurs de handicap. Il ne faut pas tomber dans un système qui serait un système, en fait, un peu pervers, un peu malsain. En revanche, il faut que toutes les personnes, quel que soit leur handicap, qui ont envie de participer à la vie civique, le fassent. Et je vais vous dire, avoir des personnes qui sont porteuses de handicap sur nos listes, c'est très valorisant.
pour nous. C'est très valorisant parce qu'ils apportent une vision, ils apportent des idées, ils apportent un regard qui est une plus-value absolument incroyable, que ce soit dans une mairie ou que ce soit dans un conseil départemental, un conseil régional ou à l'Assemblée. Juste si on parle un peu de compensation sur un élu, parce que voilà, c'est un travail comme un autre finalement, même si ça implique d'autres responsabilités. L'élu qui a besoin de se faire assister avec son fauteuil, etc., qui le prend en charge dans ces cas-là? C'est le fonds public, ça ne peut pas être la GFIP en l'occurrence, mais comment on vient compenser le handicap de cet élu? Je pense qu'à l'Assemblée nationale, il y a des moyens qui sont mis à disposition pour permettre aux élus de pouvoir faire leur mandat dans les meilleures conditions possibles. Bon, il y aura 6% de personnes en situation de handicap dans votre administration? Dans mon administration, dans mon gouvernement, vous voulez dire? Oui. Non, moi, encore une fois, je l'ai dit pour les femmes, je le dis pour les personnes porteuses de handicap, il n'y aura pas, j'ai pas de quota, je ne mettrai pas de quota. Je mettrai des gens qui sont des gens compétents à la place et je ne tiens pas compte du fait qu'ils soient porteurs ou non de handicap, qu'ils soient femmes ou pas femmes, de leur orientation sexuelle, de leur couleur de peau, de leur religion. Je ne veux pas faire ça. Voilà, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que je vais construire un gouvernement qui sera un gouvernement avec peu de ministres, mais avec probablement un certain nombre de secrétaires d'État de mission. Alors c'est un concept un peu nouveau, mais ce que je veux, moi, c'est que les secrétaires d'État me rendent compte au bout de 6 mois. Voilà, moi je vous donne la mission de faire ça. Dans 6 mois, vous revenez, vous me dites si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, parce qu'en réalité, vous n'avez rien fait, vous sautez, vous êtes remplacé. Si vous me dites vous avez besoin de 6 mois de plus pour aller au bout de votre mission, je vous les accorde. Mais comme ça, si vous voulez, j'aurai des gens qui ne seront pas là à s'asseoir dans un fauteuil en se disant je suis là pendant 5 ans et puis je vais attendre que le temps passe, ce seront des secrétariats d'État de mission. Et dans ce cadre-là, il y aura probablement plus d'un secrétaire d'État qui seront chargés des politiques en matière de handicap que je veux voir mettre en œuvre. Bien, Marine Le Pen, on va passer à la question hashtag, la question hashtag en 280 caractères. Quelle sera la place du handicap dans votre politique et dans votre gouvernement? D'abord, la place du handicap, c'est dans la Constitution que je vais la mettre, parce que je vais intégrer dans la Constitution la lutte contre la discrimination en raison du handicap, car elle n'existe pas, figurez-vous. Elle existe pour beaucoup d'autres sujets, mais pas pour le handicap, et je pense que c'est absolument fondamental. Et puis, encore une fois, je considère que par l'intermédiaire de ces secrétaires d'État, j'obtiendrai des résultats probablement beaucoup plus performants avec des missions précises qui leur seront données que cette sorte de politique au long cours que l'on connaît depuis une vingtaine d'années et qui a en fait fait peu avancer les choses. Bon, on me dit qu'on a largement dépassé les 280 caractères. Pardon. Ça fera plusieurs tweets, mais c'est pas grave. Désolé. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sur un fond blanc texturé, apparaissent les remerciements et crédits. Production, Blind & Design. Réalisation, Léa Fattori. Images, Mathis Lebert, Sharon Martins, Léa Fattori. Son, Pierre Auberle. Présenté par Anthony Martin-Smith. Rédaction, Emmanuel Dalseco, Thibaut de Martin-Pré. Un nouvel écran prend place. Toujours sur fond blanc texturé, des logos apparaissent. En débat 2022. Une initiative de l'ADAPT, la CFPSA 100% en dynamique et APHPP. En partenariat avec Handicap.fr, Radio France, Eco Réseau Business, Sud Radio et Blind & Design.